Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler de la 9e étape de ce Giro 2020. On va faire la présentation, la découverte, l'analyse du parcours avec les stratégies possibles, la météo, mais également le détail du profil et mes pronostics également pour cette étape. Vous allez voir que c'est pas une étape facile à pronostiquer, même selon les stratégies que j'ai envisagées. L'analyse de cette étape 9, étape juste avant la journée de repos, donc ça veut dire les coureurs sont bien fatigués après une première semaine de course qui a été animée, même si on n'a même pas fait un tiers du parcours de ce Giro 2020, on a eu des étapes plutôt courtes dans cette première semaine. C'est la deuxième étape la plus longue de cette première semaine qu'on va courir aujourd'hui, mais à part deux étapes au-delà des 200 km, on a eu beaucoup d'étapes entre 140 et 155 km sur ce Giro. Donc autant vous dire que les étapes ont plutôt été animées, l'intensité a été importante avec une étape numéro 7 qui s'est courue quand même à plus de 51 km/h de moyenne, mais même d'autres étapes ont été plutôt rapides. Donc, et il y a une étape avec vent de face également qui a été fatigante pour les équipiers des équipes de leaders. Donc peut-être un peu de fatigue. Moi, je ne vois pas de grands changements au général pour cette étape, même si on est dans les Abruzzes, même s'il y a 4500 mètres de dénivelé positif. C'est la 5e étape avec le plus de dénivelé positif. Les difficultés pour moi ne sont pas assez difficiles et les écarts ne devraient pas être vraiment énormes. Surtout, je pense que du côté des leaders, on pourrait se contenter de la dernière difficulté et laisser une échappée s'imposer. Je ne vois pas véritablement de grands changements généraux. Prendre le maillot, par exemple, pour un Nibali, pour un Kelderman, serait beaucoup trop tôt. On n'est que le 9e jour de course. On l'a vu avec Roglic. Roglic a pris le maillot le 9e jour. Il a eu du mal à le conserver jusqu'au bout. S'est fait dépasser sur la fin. Donc ça veut dire encore un petit peu tôt peut-être pour prendre le maillot. Surtout que la dernière semaine du Tour de France était difficile. Mais elle était quand même beaucoup moins difficile que la dernière semaine du Giro. Donc faut vraiment pas prendre le maillot beaucoup trop tôt. On passe tout de suite au profil de cette étape entre San Salvo et Roccaraso. On arrivera à 1655 mètres d'altitude, 208 km sur cette étape. La lumière divine est arrivée, on se croirait sur Villebrequin. Étape qui n'est pas dans sa première partie très difficile, vous le voyez. Il y a un petit départ en côte, les 3 premiers kilomètres, 1 km 9 à 5,1 de moyenne au kilomètre 3,5 du côté de Vasto, et ensuite ça reste relativement plat pendant une bonne cinquantaine de kilomètres avant le sprint intermédiaire qui sera au kilomètre 75,5 du côté de Guardia-Grele, de km 3,44 de moyenne, sprint qui sera important pour les points du meilleur sprinter. Ça pourrait peut-être donner des idées à Peter Sagan ou à Michael Matthews pour revenir sur Arnaud Démare. Et puis on redescend vers Pretoro au kilomètre 89. C'est quasiment le pied du Passo Lanciano, 12 km 4 à 7% de moyenne, côte de première catégorie, le Passo Lanciano, vous pouvez le voir à l'écran. Deux moments très difficiles dans ce Passo Lanciano, c'est entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3 avec un kilomètre où le pourcentage moyen sera de 9,2% et entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 avec un pourcentage moyen à 10,3%. Ça veut pas dire que les autres kilomètres ne sont pas difficiles, c'est surtout qu'on est très irrégulier sur cette montée. Vous le voyez, il y a des passages où on redescend à 5%, voire même quasiment en dessous des 5%, et puis d'autres on est à 8, 10, 9% de moyenne sur le kilomètre. Donc c'est assez irrégulier, mais on sera encore assez loin de l'arrivée au Passo Lanciano parce qu'on sera au kilomètre 100, c'est-à-dire à quasiment 110 km de l'arrivée quand on sera au sommet. On va redescendre du côté de Scafa. J'ai tenté de regarder les descentes. Il faut savoir que le Giro, je sais pas, au dernier moment a décidé d'enlever la carte de cette étape sur le site internet. Donc j'ai regardé sur le Garibaldi qui est disponible sur le site officiel du Giro, mais on peut pas zoomer sur certaines portions comme je pouvais faire un petit peu sur les cartes. Donc les descentes n'ont pas l'air hyper techniques, mais faut quand même se méfier. Et puis les conditions climatiques, un peu de pluie de prévu, donc il faudra faire attention. Mais on reviendra sur un météo plus tard dans cette vidéo. Et ensuite, entre le kilomètre 117 et le kilomètre 155, ça va être une longue montée en fait.
On va passer de 115 mètres d'altitude à 1292 du côté du Passo San Leonardo, 14 km 400 à 4,3 de moyenne. Côte de deuxième catégorie, c'est pas très difficile. Le Passo San Leonardo, vous voyez, il y a qu'un kilomètre vraiment difficile entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3 à 7,4 de moyenne. Sinon, c'est plutôt un long faux plat montant vers cette arrivée du côté de vers ce sommet de San Leonardo qui est quand même un sommet de deuxième catégorie. Ça peut être intéressant pour les grimpeurs. On redescend un petit peu du côté de Canzano pour remonter. Donc Canzano, c'est le kilomètre 171,5, donc on sera à 40 km de l'arrivée. On remonte vers le Bosco di San Antonio, 9 km 4 à 5,1 de moyenne. Côte également de deuxième catégorie, plus courte, de 5 km que le Passo San Leonardo, le Bosco di San Antonio. Mais là encore, on n'est pas sur quelque chose de très difficile, à part les 2 derniers kilomètres et demi, on aura un peu plus de pourcentage, sinon c'est 3,9-5%. Vous voyez sur les premiers kilomètres, on se met aux alentours de 5% de moyenne, donc c'est pas très difficile. Ça manque un peu de difficulté, ça manque de pourcentage en fait pendant une grande partie de la journée. C'est pour ça que pour moi, c'est une échappée qui va s'imposer, pas vraiment des leaders à Roccaraso. Et on va attaquer cette montée de Roccaraso, alors qui se déroule en 2 parties. La montée de Roccaraso, vous avez 4 premiers kilomètres et demi, on va dire, qui sont pas extrêmement difficiles, ça redescend, et puis les 2 derniers kilomètres qui là sont beaucoup plus durs, entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9 à 7,5 de moyenne, les 600 derniers mètres avec un pourcentage moyen à 11,1%, sachant qu'il y a un passage à un peu plus de 12% dans cette montée finale. C'est dur, mais c'est court, Roccaraso, donc ça devrait pas non plus créer de grosses différences au niveau du classement général. Je passe tout de suite du côté de la météo. Météo devrait faire entre 20 et 10 degrés sur la ligne droite à Roccaraso, donc 10 degrés, ça veut dire pas très très chaud en altitude. Dans le final, possibilité d'avoir de la pluie et du vent. Un vent qui sera compris entre 20 km/h en début de journée et 40 en fin de journée. Vent qui devrait plutôt être de dos sur la première partie de course, 3/4 d'eau. Mais comme l'étape est très très longue, normalement il ne devrait pas y avoir de coup de bordure. Faut savoir que la première moitié de course se déroule le long de la mer et ensuite on rentre dans les terres. Donc on devrait plutôt avoir du vent de dos, si j'ai bien compris la carte du Garibaldi sur les montées de cette journée. Du côté de la stratégie, pour moi une échappée va au bout, une grosse échappée avec au minimum 10 coureurs. Je pense que beaucoup d'équipes savent que c'est peut-être l'opportunité de cette première semaine d'aller choper le gain d'une étape, donc c'est un moment important. Soit leader, mais ça me semble quand même compliqué avec pas mal de manque de difficultés, donc ça m'étonnerait que le peloton arrive à remonter sur les échappées. Il n'y a pas d'intérêt très clairement pour moi, parce qu'à part Roccaraso, avant il n'y a pas de difficulté majeure, c'est des longs faux plats montants quoi, ou soit c'est trop loin de l'arrivée pour le Passo di Lanciano. Du côté des favoris, moi j'ai mis Simon Clark, parce que chez UF Pro Cycling il n'y a pas forcément de véritable leader. On a vu avec Caseido, c'est une équipe qui a des bons coureurs, mais Tanel Kangert il est loin pour le moment, donc Simon Clark ça peut être une bonne opportunité. C'est quelqu'un qui a une bonne qualité en tant que puncher. Cameron Mayer, parce qu'il n'y a plus Simon Yates, c'est l'information qu'on a eue hier. Simon Yates qui a été positif au Covid, donc pourquoi pas Cameron Mayer. Pour l'instant, je fais cette vidéo, nous sommes samedi 10h30, donc il se peut qu'il y ait des changements aussi, même si normalement les coéquipiers de Simon Yates ont été testés négatifs. Et puis je mets Jacob Fuglsang si vraiment il y avait une bagarre entre leaders, mais je n'y crois pas des masses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera le débrief donc de cette étape ce soir. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Et puis à mettre le pouce bleu, Avec le Covid-19, les féminins deviennent masculins, on a du mal à s'y retrouver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.